Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour des attaques des groupes armés non étatiques à Kandaji, région de Tilaberi, et à Takanamat, région de Tawa. Ensuite, nous parlerons des deux entretiens en langue nationale du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, accordé à nos confrères de la télévision nationale en lien avec l'actualité nationale. L'actualité, c'est aussi la rentrée scolaire 2023-2024 effectuée lundi 2 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Issa Madougou, journaliste indépendant. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Chari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 6 octobre par la situation sécuritaire dans les régions de Tilaberi et Tawa. 12 soldats nigériens sont tombés jeudi 28 septembre dans la localité de Kandaji, région de Tilaberi, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Selon le même communiqué, 7 autres soldats ont été blessés dans la dite attaque et 4 véhicules endommagés. Le ministère de la Défense a également indiqué qu'une centaine d'hommes armés a été neutralisée et plusieurs motos appartenant à ceux-ci ont été détruites par le vecteur aérien de l'armée nigérienne à Tijan, village situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est d'Ayoru. 29 soldats nigériens ont trouvé également la mort et 2 autres gravement blessés dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 octobre dans une attaque menée par des hommes armés dans la zone de Takanamat, région de Tawa, non loin de la frontière avec le Mali, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Maimouna Diadou, avez-vous d'autres informations au sujet de ces 2 attaques? Mokhtar, je n'ai pas suffisamment d'informations, à part le communiqué officiel du ministère de la Défense et ce que vous venez de dire à l'instant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est d'abord présenter nos condoléances à la famille de ces victimes, de ces vaillants soldats qui sont quand même tombés l'arme à la main, et prompt rétablissement aux blessés. Et surtout condoléances également à tout le peuple nigérien. Parce que là, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas à ça, mais malheureusement, on s'est réveillé sur ça. Et je pense qu'il faut saluer le courage, la bravoure, en tout cas, de nos forces de défense et de sécurité qui ont eu à riposter et qui ont mené le combat jusqu'à l'arrivée des renforts. Et je pense que neutraliser plus de 100 terroristes, c'est vraiment une prouesse. Et nous exhortons, nous les encourageons à aller de l'avant. C'est vrai, dans tout ce qu'on fait, on ne peut pas sortir victorieux d'un combat sans avoir de pertes en vies humaines. C'est à déplorer, on le sait. Mais face à l'ennemi, je pense qu'on n'a pas droit à baisser la vigilance et que c'est maintenant que les populations doivent agir en conséquence. Ça veut dire tout simplement collaborer avec les forces de défense et de sécurité et apporter leur soutien, en tout cas moral, physique, quel qu'en soit de nature, pour que vraiment le moral puisse être rehaussé au niveau donc, de ces forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup, Maimouna Diado. Abakari Arimi, cette unité de l'opération Al-Mahaou a été battue pour assurer la sécurisation du chantier de barrage de Kandaji sur le fleuve Niger, censé devenir à terme le principal barrage du pays. Comment expliquer la présence de ces groupes armés malgré
la riposte énergique et les assauts répétés de l'armée régulière. Merci Mokhtar. En fait, on a toujours dit qu'il s'agit là d'une guerre asymétrique. Bon, là, l'armée relève qu'elle vient de tuer quand même une centaine. Ça veut dire qu'ils sont venus en masse, grand nombre. Et donc, c'est cela qu'il faut chercher à comprendre. Est-ce que, comme d'habitude, ils ont traversé la frontière avec notamment le Mali? Ce qui concerne Ayuru, c'est la frontière la plus proche pour venir, ou ils étaient embusqués quelque part dans les buissons, derrière les collines, des cellules dormantes, l'existence des cellules et dormantes. qui ont pu se regrouper facilement et réagir. Parce que oui, à Kandaji, c'est le barrage qui était, semble-t-il, visé. Mais à Takanamat, c'est une embuscade, semble-t-il aussi, et qui aurait même eu explosion de mines, des choses comme ça. Et donc, autrement dit, il y a quelque chose qu'ils font et avec laquelle ils continuent à surprendre notre armée, c'est certainement les renseignements. Autrement dit, de tous les mouvements, ils sont informés de tous les mouvements de nos vaillants soldats, n'est-ce pas? Et à chaque fois, c'est dans ces conditions qu'ils sont attaqués. Et vous vous rendez compte, avant c'était au petit matin ou en plein jour. Aujourd'hui, apparemment, ils attaquent exclusivement la nuit. Et donc, il faut vraiment s'adapter à cette façon de faire. On a dit, ça reste et demeure une guerre asymétrique, qui n'est pas une guerre vraiment ordinaire où tu sais là où l'ennemi se trouve et il faut aller se battre avec lui. Non, c'est au moment où tu essaies de les joindre, parce que apparemment l'armée est passée à l'offensive, n'est-ce pas? Aller trouver les terroristes là où ils sont, mais avant de les trouver justement, ils sont toujours attaqués, et c'est vraiment cela qu'il faut déplorer et qu'il faut solutionner. C'est malheureusement ça la guerre. Nous avons perdu une centaine d'hommes. J'ai dit une centaine de 29 plus 12, une cinquantaine d'hommes. Mais il faut, autrement dit, faire en sorte que ça ne se répète pas. Mais aussi, au Burkina, quand il y a eu le départ de l'armée française, il y a eu une recrudescence des attaques. Au Niger, on constate que c'est le cas. Au Mali, avec le départ de l'armée française et avec le départ de la MINUSMA, c'est la même chose. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas faire aussi le lien? Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à démontrer que le vide laissé par ces armées, ces étrangères, n'est-ce pas, veut être comblé? Tout ça, c'est matière à réflexion. Et je pense que ce n'est pas le cas. Et depuis qu'ils étaient là, il y a toujours eu des attaques. Ces derniers temps, certainement grâce à la détermination de notre armée, il y avait moins d'attaques. Là, ça reprend. Créer les conditions vraiment de réfléchir à tête reposée, avec beaucoup de lucidité, pour que ça n'arrive pas. Parce que chaque jour, vraiment, les gens, on est endeuillés. Si ce n'est pas ton frère, c'est ton cousin, sinon c'est quelqu'un que tu connais, sinon tous les jours des photos défilent, et je crois qu'il y a lieu de pousser encore la réflexion. Il y a toujours une solution. Merci beaucoup, Abakari Arimi, Issa Madougou. Que faut-il comprendre ou retenir au sujet de ces deux attaques? Merci Mokhtar. Avant de donner la réponse à votre question, je voudrais d'abord présenter mes condoléances les plus attristées à toute la nation nigérienne et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Et cette situation n'est pas propre à l'arrivée ou bien à la prise de pouvoir par le CNSP. Ça fait plus de 5 ans que le Niger est en train de vivre vraiment des attaques perlées de ces groupes armés non étatiques dans cette partie du Niger. Aujourd'hui, toute la région de Liptako-Gourma vit au rythme des activités et vraiment
de ces groupes armés. Souvent, on note une accalmie. Souvent, on a des périodes, comme ces périodes de fin de campagne, souvent, qui est rythmée aussi par une certaine intensité de l'activité de ce groupe de terroristes. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui, les autorités ne baissent pas la garde. C'est vrai, on est dans une situation difficile, mais tout de même, la vigilance doit être de mise pour qu'on puisse vraiment continuer à sécuriser ce territoire, parce qu'il s'agit de l'intégrité du territoire, la sécurisation des personnes et des biens qui vivent également sur le territoire. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, ce n'est pas une situation qui est propre ou bien qui a été créée par le CNSP. Le CNP a trouvé, et le CNSP tente de... Ce que les gens déplorent, c'est vrai, même si ce n'est pas mort d'homme. Un soldat qui est blessé, c'est toute la nation qui est touchée. C'est pour cela que vous voyez souvent que les gens sont vraiment très surpris de ces attaques. Mais ces attaques aussi sujettent à plusieurs interrogations. Nous nous trouvons dans une situation où le partenaire le plus actif, à savoir la France, dans la lutte contre le terrorisme, qui fustige son comportement après plusieurs années de présence, où on ne voit pas véritablement son apport dans la lutte contre le terrorisme. Et aussi, vous avez entendu les propos linéaires du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que... Lors de la rencontre avec les forces vives de la nation. Ce sont des militaires et ils représentent un gouvernement. Donc, ce n'est pas des propos qui sont dits comme ça hasardement. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire qu'ils détiennent des preuves. Ils détiennent des preuves sur ce qu'ils sont en train de dire. C'est un membre du gouvernement, il ne va pas venir aujourd'hui faire seulement le show. C'est pour cela qu'il faudrait que les gens ne perdent pas de vue aujourd'hui la priorité dans cette situation au Niger. La priorité, c'était de faire partie de ses partenaires pour voir clair la situation. Moi, je pense que c'est sur ça qu'on devrait se concentrer. Mais les attaques, je pense qu'aussi, il ne faut pas baisser la garde, continuer, et les prières des Nigériens et des Nigériennes vont les accompagner toujours dans l'accomplissement de cette mission de sécurisation des Nigériens. Merci beaucoup Issa Madougou, Maimouna Diado. Comment assurer la paix dans ces zones d'insécurité? Mais comment assurer la paix? Il faut d'abord faire penser à comment ramener la paix, la cohésion sociale dans ces zones d'insécurité. Il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui en est d'abord la cause. Il y a eu déjà un forum dans la région qui a regroupé tous les fils et filles de la région de Tillabéri. Mais est-ce que tu es sûr que ce forum a regroupé en tout cas tous ceux qui doivent être concernés? Parce qu'il faut il faut se demander, parce que si c'est un grand forum, si c'est un forum qui a réuni tous les fils et les filles de ce pays, de cette région, pour pouvoir aller vers le retour de la paix, et qu'on se retrouve à ce stade encore menacé par ces terroristes, ces djihadistes, il faut se poser la question, est-ce qu'un forum peut régler la situation? Est-ce qu'un forum peut ramener la paix au moment dans cette situation? Il faut se poser tellement de questions qu'on attend aussi à avoir tellement de réponses. Et je pense, comme je l'ai dit, la seule manière de ramener la paix, c'est d'abord de passer par la coexistence. Ça veut dire tout simplement ramener la cohésion sociale. Et pour ramener la cohésion sociale et le vivre ensemble, il faut d'abord que les filles et les fils du terroir, de la région, se mettent ensemble. Et il faut également une collaboration, je viens de le dire, une collaboration avec cette population et les forces de défense et de sécurité. Il faut savoir que les forces de défense et de sécurité sont là pour les sécuriser. Mais il y a aussi un mais, parce qu'aujourd'hui, ces populations, il y a des populations qui se sentent peut-être menacées, parce que tout simplement, on pense qu'ils font partie intégrante de ces terroristes-là, et qui aujourd'hui ont peur d'aller vers l'autorité pour pouvoir les informer. Parce que quand tu les informes,
des fois, c'est sur toi que il y a les des choses... il y aura toujours des représailles. Oui, il y a toujours des représailles. Donc, il faut vraiment ramener la sérénité entre ces fils et filles du terroir. Il faut ramener la cohésion sociale et il faut voir comment est-ce que, dans la mesure du possible, la paix pourrait revenir dans cette partie en faisant une collaboration et en renforçant, par exemple, les forces de défense et de sécurité en équipement et surtout en moyens techniques. Quand je dis moyens techniques, il y a les communications aujourd'hui. Il y a également, pourquoi pas, renforcer la flotte aérienne. Je pense que ça pourrait peut-être résoudre, je dis bien résoudre, peut-être cette situation-là. Mais Issa Madougou, vous avez quelque chose à dire rapidement? Vous savez, avec la création de l'AES, c'était une lueur d'espoir pour toutes les populations de cette zone. Mais pour que cette zone Nord-Tillabéri puisse être stabilisée, il faudrait qu'on s'assure que l'armée malienne également soit présente le long de sa frontière. C'est dans ce sens que seulement on peut amener une paix durable dans la zone. Tant que dans l'autre zone, on n'a pas, même si on a l'autorisation de faire des ratissages sur le territoire malien, tant que les FAMA ne sont pas installés au niveau des cercles qui sont le long de la frontière, ça va être difficile. Parce que la porosité des frontières fera en sorte que les déplacements des groupes armés non étatiques va être facile pour ces derniers. Donc c'est pour cela que dans cette collaboration, dans cette nouvelle synergie, il faudrait que les FAMA soient présents. Parce que c'est la non-présence des FAMA depuis plusieurs années qui fait en sorte du côté malien, c'est fait en sorte qu'aujourd'hui les forces armées de défense du Niger ont des difficultés aujourd'hui à traquer ces gens-là. Parce que tant que vous traquez, vous êtes les seuls sur le terrain, il va être difficile. Mais si vous avez des alliés qui sont de l'autre côté, qui peuvent vraiment vous apporter un appui, vous avez dans une synergie d'action, on peut mettre fin. Moi, je pense que la priorité aujourd'hui pour aider cette zone à se pacifier, dans le cadre de l'AES, il faut que les FAMA reviennent et s'installent dans les cercles frontaliers, Anderboukan et autres villes le long de la frontière. Ça va nous faciliter la tâche dans la sécurisation de cette zone pour le bonheur des populations. Rapidement, oui, c'est pour réagir à ce que Samarugou vient de dire. Ce que ça veut dire que la tâche de l'armée reste compliquée en ce sens que du côté de Gao, du côté de Tombouctou, le blocus sur Tombouctou, et les gens parlent de plus en plus de blocus sur Gao, qui est à 200 km de la frontière nigérienne. Autrement dit, les terroristes ont malheureusement de l'autre côté aussi des beaux jours devant eux. Autrement dit aussi, la collaboration entre les trois armées, il faut qu'elle soit encore beaucoup plus marquée, beaucoup plus intense en fait, parce que le problème, oui, ça reste, c'est vraiment du concret, c'est-à-dire le Nord Mali, il y a une mainmise réelle des terroristes, il faut reconnaître, surtout que les anciens rebelles ont aussi repris les armes et donc l'armée malienne est sur deux fronts, je dirais, et donc c'est un peu compliqué de l'autre côté. Autrement dit, nos frontières, vraiment, la vigilance doit être de mise. Merci beaucoup à tous. On a terminé une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, a accordé 2 entretiens à la télévision nationale, une en langue Hausa et l'autre en Zarma, samedi 30 septembre. Plusieurs sujets au plan national et international ont été abordés par le chef de l'État au cours de cette sortie médiatique. Abakari Arimi, avez-vous suivi le chef de l'État? Que peut-on retenir au sujet de ces 2 entretiens? Alors, j'ai suivi la version en Zarma et je n'ai pas eu besoin de traducteur. Ah, ouais. Donc ça veut dire que le message... J'avais voulu publier d'ailleurs parce que j'étais fier de moi-même. J'étais fier de moi-même pour avoir d'abord une bonne trentaine de minutes d'intervention du chef de l'État, tout en Zarma, et je n'ai pas eu besoin de traducteur. Les enfants voulaient le faire, j'ai dit non, je comprends parfaitement ce qui est en train de se passer. Autrement dit, c'est un très bon signal à mon avis,
Je suis militant de langue nationale. Actuellement, on pense que le Hausa et les Zarma sont les plus parlés. Et il a fait son intervention dans ces deux langues-là. Déjà, je trouve que c'est très bien, parce que c'était aussi le penchant du président Tanja, d'ailleurs, qui parle régulièrement en Hausa, parce qu'il s'adresse aux Nigériens partout, n'est-ce pas? Et ceux qui ont été à l'école comprennent le Hausa et le Zarma, mais ceux qui n'ont pas été à l'école ne comprennent pas le français. Donc, quand tu veux parler aux Nigériens, je trouve que c'est très bien choisi de parler en langue nationale. Ça, c'est l'une des choses. Maintenant, je l'ai écouté sur le renchérissement du prix des céréales. Je crois que ça mérite attention. Tout de suite, quand on venait, notre voiture, on était obligé de contourner au niveau d'un des vendeurs qui vend au prix normal. Et les gens, c'est comme si c'est gratuit, ils sont là rassemblés. Alors que, le prix, ça veut dire qu'ailleurs est encore très élevé et ce n'est pas à la portée du Nigérien. Ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut réfléchir pendant cette période de crise, mais même après. Autrement dit, en fait, les Nigériens n'arrivent pas... Vous parlez de l'autosuffisance alimentaire. Oui, les Nigériens n'arrivent pas à se nourrir vraiment avec leurs moyens de bord. Une réduction de 2500 à 5000 francs, des pères de famille passent la journée. Autrement dit, celui qui passe la journée, il n'a pas 5000 francs à faire autre chose, il n'a pas 5000 francs dans la journée, c'est ce que ça veut dire. Donc vraiment, ça c'est quelque chose d'extrêmement important et qui doit attirer notre attention. On doit vraiment tendre vers ça, l'autosuffisance alimentaire, grâce à nos moyens de bord. Je précise, parce que nous avons les fleuves, nous avons les Goulbi, nous avons la Komadougou. Mais il y a aussi les eaux souterraines. On en a plus que tout le monde. Oui, mais comment expliquer ce paradoxe, Abakari Arimi? Mais écoutez, vous savez, une politique au plan national, ça ne peut pas être l'œuvre d'individus ou de personnes, ou de groupes de personnes, ou de communautés même. Vous voulez dire que le gouvernement doit avoir sa propre politique agricole? Abakari Arimi, après le prix des céréales, qu'est-ce qui a retenu votre attention quand vous avez écouté les deux entretiens du chef de l'État? Bon, je l'ai écouté en Zarma, je te dis. J'ai trouvé que c'était assez simple à comprendre, n'est-ce pas? Il a voulu, parce que c'est son premier aussi, adressé directement avec beaucoup de questions aux médias. Je trouvais que c'est aussi une bonne pratique. Il faut régulièrement le faire parce que les gens veulent savoir, un, à qui ils ont affaire, et deux, pourquoi ces personnes sont là et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Il semble connaître la situation du Niger, c'est normal, quelqu'un qui était chef de corps de la garde présidentielle, puis président actuellement, on ne peut pas nier. Mais aussi, il a montré que, il porte quand même les Nigériens dans son cœur, à mon avis, vraiment en leur adressant ce message du fond de cœur, ça se sentait en fait. Il vous a rassuré en un mot? C'est rassurant, son calme olympien. Ce n'est pas très militaire. Et les gestes oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé que c'était pas très... S'il se met en civil, ça ferait beaucoup de plaisir à le suivre. Merci beaucoup, Abakari Arimi. Issa Madougou, avez-vous eu les échos de cette sortie médiatique du chef de l'État samedi 30 septembre? Quelle est votre opinion à ce sujet? Les échos, dès la diffusion des deux entretiens, parce que moi j'ai aimé l'exercice, poser des questions, répondre, ça c'est un exercice que j'ai aimé. Parce que là, on sait que... Ça c'est la forme. Oui, ça c'est la forme, ça j'ai aimé. Maintenant, toujours dans la forme, j'ai aimé le cadre, parce qu'il faut être expressif. Également, le cadre doit être expressif. Et aussi, le ton utilisé aussi, c'est vraiment à apprécier. Donc, il n'y a pas de nervosité. Non, ça sent une certaine confiance que lui-même, il incarne pour ceux à qui il adresse le message. C'est ça. C'est-à-dire que lui-même, il a dans la forme
le temps qui a été utilisé et cette sérénité qui a caractérisé l'entretien montre qu'il a un profond respect et qu'il est là, comme il l'a dit dans le fond, rentrons maintenant dans le fond, que c'est aux Nigériens d'en décider de ce qui va se passer. Et qu'ils veilleront à ce que toutes les doléances des Nigériens et des Nigériens seront prises en compte dans la définition des nouvelles bases qui édifieront le prochain Niger. Donc moi je pense que ça, c'est vraiment une des choses à apprécier. Est-ce que les Nigériens se sont sentis rassurés, en tout cas, impressionnés? Moi, l'échantillon de Nigériens avec qui j'ai échangé après la diffusion de l'entretien, ils étaient vraiment émus, surtout les langues. Il a fait des entretiens en Hausa et en Zarma. Moi, est-ce que c'est une pratique qu'il faut privilégier? Mais il faut privilégier, comme Abadi, ce n'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de fréquenter, de comprendre le français. Et d'ailleurs, quand vous voulez, on le sait en communication souvent, si vous voulez vraiment vous adresser, qu'il y ait une certaine compatibilité dans votre interaction avec une personne, vaut mieux essayer de parler à la personne dans la langue qu'il comprend, dont il tient les tenants et les aboutissants, qu'il est capable de comprendre les proverbes utilisés, les figures du style utilisées dans votre speech. Cela va faciliter la compréhension. En fait, dans l'intervention du chef d'État, c'est ce qu'on, même s'il y a d'autres points, c'est ce qui a attiré l'attention, qui a pris le dessus, parce qu'il y a cette mauvaise... Mais vous avez été impressionné, vous particulièrement? Moi, je suis rassuré en attendant de voir. Mais néanmoins, comme je l'ai toujours dit, c'est avec réserve, moi je prends les choses. Parce que on a une priorité qui est là. Moi, j'aimerais qu'on priorise les choses. On a cette affaire avec la France qui est là, qui ne veut pas quitter. Il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité qui est là. Il y a aussi le développement de ces zones qui est là, qui s'impose. Et aujourd'hui, on a cette rentrée, à l'aube de cette rentrée militaire. On va en parler avec... voilà, dans son discours, il avait évoqué cela. Donc moi, je pense que dans l'ensemble, en gros, on peut dire que c'est satisfaisant et on espère que ce qu'il a dit sera matérialisé sur le terrain et qu'il prendra les dispositions nécessaires comme lui-même il l'a dit, et ça a rassuré beaucoup de Nigériens devant l'intérêt des Nigériens qui sont prêts à prendre toutes les dispositions pour protéger les intérêts des Nigériens, que les Nigériens puissent vraiment s'épanouir dans leur propre pays. Merci beaucoup Issa Madougou, Maimouna Diado. Le peuple nigérien va désormais dicter la forme des futures relations avec la France, a affirmé le général Abdraman Tchani. Et que peut-on encore retenir au sujet de cette sortie médiatique du chef de l'État? D'abord, il faut souligner que c'est juste une reprise de son message à la nation. Son premier message à la nation en français, c'est une reprise parce que tout ce qu'il a souligné en langue, que ce soit le Hausa et le Jarma, ça a été dit dans son message à la nation en français. Il fallait revenir sur ce message à la nation pour faire comprendre à ceux qui ne peuvent pas comprendre le français de quoi il s'agit réellement. Parce que tu as vu, il a expliqué d'abord pourquoi le coup d'État. Il a expliqué les problèmes sociaux aujourd'hui que traversent les populations. Il a parlé de la sécurité, il a parlé des relations entre la France et le Niger. Il fallait entre le Niger et certains États de la CEDEAO aussi. Il a fait le tour d'horizon, le tour de toutes ces situations-là pour que celui qui se trouve dans le fond Niger puisse être informé. Mais ce qui a encore un peu manqué, parce que je me dis que c'est un relais, le relais de l'information. Si on doit, oui, c'est vrai, c'est la télévision nationale, c'est sur la demande de la télévision nationale qui a eu l'entretien, par exemple. Mais j'aurais bien voulu qu'après diffusion au niveau de cette télévision nationale, qu'on puisse avoir des relais aussi
et pour pouvoir atteindre d'autres populations. Vous voulez dire que, oui, que les deux entretiens doivent aussi être diffusés dans d'autres médias. Dans d'autres médias. Les médias, là, ils vont pas dire. Non, j'arrive. Ça, vous n'avez C'est pas une parole. communication. Non, j'arrive. Et ça, je parle de la communication. Non, j'arrive. J'ai dit que c'est une idée qui vient, c'est vrai, de l'ORTN. Mais on a toujours vu, par exemple, quand il y a des messages à la nation aussi riches et aussi variés, on a quand même cette possibilité aussi de diffuser de façon simultanée. De manière simultanée. Mais je pensais également que, pas ici, seulement ici à Niamey ou dans les grandes villes, j'ai dit il y a une population qui est hors de cette grande ville, de ces régions-là, qui se trouve dans des zones où il n'y a pas la possibilité aujourd'hui d'avoir le courant, la télévision pour pouvoir. Mais c'est passé sur la radio mère, la Voix du Sahel. Ce que je suis en train de dire, je sais que c'est la Voix du Sahel. Je sais que c'est la Voix du Sahel. Et ça a passé ne serait-ce qu'une ou deux fois comme rediffusion. J'ai dit pour que l'information puisse atteindre autant de populations, on pouvait faire suivre d'autres médias. Il faut mettre aussi à contribution d'autres médias. Ça, c'est mon idée à moi. Je ne dis pas que que c'est forcé, mais j'ai dit que c'est une contribution. Maintenant, ce qu'il a dit, c'est intéressant, puisque aujourd'hui, il fallait parler en langue pour pouvoir atteindre la masse. Et comme ce n'est pas un secret de polichinelle, en tout cas pour les Nigériens, la grande majorité se trouve en campagne. Et quand cette grande majorité se trouve en campagne, ça veut dire que nous avons des populations aujourd'hui qui sont la plus grande partie et sont des populations qui n'ont jamais mis pied à l'école, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc c'est de bonne guerre qu'il a pu en tout cas communiquer en langue. Et même que j'ai vu que c'était un peu... Il s'est quand même débrouillé dans la langue en germain. Il s'est quand même débrouillé parce qu'en l'écoutant, on sait qu'il n'est pas trop à l'aise dans le message passe quand même. Oui, ce que je suis en train de dire, j'ai dit il s'est forcé quand même à satisfaire cette communauté, à satisfaire la langue, ceux qui comprennent la langue germane. C'est déjà bon. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce qui a manqué pour nos chefs d'État, nos présidents. C'est vrai, Tange l'a fait. Tange a toujours intervenu en langue Hausa, puisque c'est la langue qu'il maîtrise beaucoup. Et je pense que c'est un exercice que le président ne devrait pas, le chef de l'État ne devrait pas, en tout cas, mettre de côté. Communiquer à chaque fois qu'il est nécessaire de communiquer en langue. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de combattre. Ah oui, nous sommes en train de mettre le Niger est en train de... Oui, le Niger, on veut réécrire l'histoire du Niger. Donc je pense que réécrire l'histoire du Niger, c'est l'écrire avec les langues nationales. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école lundi 2 octobre après les grandes vacances. Cette année, ils sont près de 4,5 millions d'élèves et plus de 100 000 enseignants qui sont retournés à l'école. Dans son discours prononcé la veille de la rentrée, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a évoqué la particularité de cette rentrée scolaire qui est caractérisée selon elle par la ferme volonté du peuple nigérien à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Issa Madougou, dans quelles conditions les élèves et les enseignants ont donc effectué la rentrée scolaire 2023-2024 rapidement? Okay, je vais vous répondre, mais vous m'avez refusé la parole tout à l'heure. Vas-y. Oui. Mais non, moi je pense que c'est comme même dans le cas précis de la rentrée, avant de répondre, je voudrais parler de la couverture médiatique et de la recherche de l'information. Les gens se sont riés uniquement à aller vers le lancement officiel. Pourtant, le sujet est vaste. Le lancement officiel de la rentrée. Je prends le cas de Niamey. Mais or que le sujet est vaste, à la suite de l'entretien du chef de l'État, il a donné des sujets, des indications, surtout par rapport à aux fournitures.
comment ils ont pu... Moi, je pense, voilà des sujets que les gens devraient attaquer, montrer comme des conditions seulement dans lesquelles ils ont réussi. Parce qu'il a dit qu'il y avait des fournisseurs qui avaient refusé pour dire que c'est difficile pour nous, mais pourtant, eux, ils ont pris les dispositions parce qu'ils veulent que coûte que coûte. Dans le contexte de la fermeture des frontières. Pour que la rentrée se déroule dans les bonnes conditions. Et moi, je pense que ce qu'ils ont eu à faire est appréciable et à encourager. Et on a vu aussi d'autres notes qui sont sorties juste après la rentrée, par exemple le racket des parents d'élèves et autres fonds qu'on prend chez les parents des élèves qui ne servent à rien, dont on ne voit même pas l'intérêt, qui engraissent seulement. Oui, mais je pense que tout ça là, c'est à apprécier. Les actions que Mme Elisabeth est en train de poser, la ministre de l'Éducation nationale, est à encourager. C'est comme ça que on peut aller de l'avant. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise « Ah non, il faut faire des concessions ». Non, si on veut arranger les choses, il faut prendre des décisions difficiles, dures et aller de l'avant. Certes, ce n'est pas d'un seul coup aujourd'hui qu'elle va arranger la situation. C'est étape par étape. Elle a trouvé une situation très très complexe parce que ça fait fort longtemps que l'éducation nigérienne, dans ce secteur-là, malgré les promesses, malgré les réformes, des réformes inutiles, moi je les trouve inutiles, des réformes qu'ils ont fait, ce secteur est toujours resté gangréné vraiment par une certaine léthargie où on sent qu'aujourd'hui il n'y a pas cette volonté, même tant au niveau des acteurs que des apprenants, parce que les enseignants ne sont pas vraiment valorisés, ils n'ont pas été motivés. La contractualisation, rapidement, moi je pense que aussi est un des cas que d'ici la fin de la transition, si on définit une durée, qu'il faut essayer par tous les moyens que avant le retour à l'ordre constitutionnel normal, que là on finit avec la contractualisation, que le programme aussi soit revu, qu'on forme plus de cadres, on forme plus de cadres vraiment patriotes à ce pays, si ne serait-ce que même revenir, parce que c'est des programmes d'ajustement structurel qui ont mis à terre l'éducation. Parce qu'on a pris des cours, on a introduit des cours aujourd'hui qui n'ont aucune efficacité. Alors que beaucoup de pays aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en Asie et en Amérique latine, des pays en voie de développement comme le Niger, ont décidé de réformer le contenu des cours scolaires. Et ça, c'est pour préparer leur avenir. Parce que tant que l'éducation ne marche pas dans un pays, on ne peut pas. Il faut aussi également réfléchir sur comment absorber à la fin de la formation du primaire jusqu'à l'université, comment absorber cette masse de diplômés, créer des emplois, créer des débouchés pour que ces gens-là puissent. Parce que sans ça, moi je ne pense pas qu'on puisse avoir un résultat. Merci beaucoup Issa Madougou. Maimouna Diado. Cette année encore, la rentrée scolaire intervient dans un contexte où plusieurs écoles restent toujours fermées en raison de l'insécurité dans beaucoup de localités. Que faire selon vous rapidement? D'abord, il faut féliciter parce qu'en 2 mois, on arrive à faire la rentrée scolaire le 2 octobre. Moi, je pense que c'est vraiment, il faut s'en féliciter. Il faut féliciter surtout la ministre de l'Éducation nationale pour son courage, son patriotisme aussi, parce que pour son intérêt également à l'éducation nationale. Parce qu'il faut avoir un intérêt, un regard sur tout ce qui se passe dans ton ministère. Elle est aussi enseignante. Oui, dans ton ministère. Mais il y a combien d'enseignants? Tu peux être enseignant et ne pas être intéressé. Mais là, je me dis que dès les premières heures de sa nomination, on l'a vu sur le terrain. On l'a vu quand même sur le terrain. Elle était à côté de ses contractuels, par surprise, pour aller voir comment est-ce que le paiement se fait au niveau de la poste. Elle a suivi pas à pas jusqu'à en arriver à la rentrée scolaire. Déjà, c'est à saluer et vraiment, c'est l'encourager à aller. Oui, dans l'ensemble, est-ce que la rentrée s'est déroulée dans de très bonnes conditions? Mais la rentrée ne peut ne pas se dérouler. Il y a toujours des petits problèmes. Il y a toujours des bobos qu'on peut... Mais il n'y a pas de couac au niveau des syndicats? Il n'y a pas de couac. C'est... Voilà, donc il a tout dit, donc il faut aller avec les moyens de bord. Il faut qu'on s'y mette ensemble
après, là, quand il y aura une stabilité de tout ce que nous sommes en train de faire, Avez-vous les échos Mais- de la rentrée dans les localités où il y a l'insécurité, dans les zones d'insécurité? mais les zones d'insécurité, Mokhtar, on ne peut pas, c'est quelque chose qui ne peut pas être résolu Tout de suite. tout de suite. Les classes, les écoles restent fermées. Mais il y a des certainement- regroupements d'écoles certainement, dans certaines oui, localités, dans certaines... il y a des- Il y a certaines zones que Et ça, les écoles ne merci sont beaucoup, pas Issa. ouvertes. ne sont pas Mais- encore ouvertes. C'est ce que Merci, je suis en Issa. train de dire, Mokhtar. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser du temps au temps parce que c'est une rentrée scolaire. Il faut d'abord... Mais les enfants ont quand même le droit d'être éduqués malgré Mokhtar, les l'insécurité. enfants seront éduqués. C'est ce que je suis en train de dire. Ce gouvernement n'a que 2 mois que le gouvernement a été mis en place. Laissons le temps au temps et je suis sûre qu'avec cette détermination de la ministre de l'Éducation, ça sera un sujet du qui chef de sera, l'État. oui, ça sera un sujet qui sera évoqué très bientôt devant peut-être un conseil des ministres pour trouver une solution à cela. Merci beaucoup, Maimouna Diado, Abakar Arimi. Cette année, la rentrée s'est déroulée dans le calme, la sérénité, selon beaucoup d'acteurs du domaine de l'éducation. Comment l'expliquer? Bon, je crois qu'il n'y a pas normalement, oui, je sais, j'ai vu par 2 fois d'ailleurs, depuis que le CNSP est là, que les enseignants, notamment des contractuels, n'est-ce pas, ont été payés. Et généralement, les revendications qu'ils posent à la rentrée, c'est qu'on les envoie sur le terrain sans être payés. Et ça, je les ai vus sans féliciter. Maintenant, j'ai vu aussi comment des fournitures ont été transportées par avion pour les zones un peu éloignées, notamment d'Ifa Et Agadez. et Agadez. Quant à leur suffisance, je ne sais pas. Aussi, on sait que les zones où les écoles sont fermées, ça reste fermé parce que la sécurité n'est pratiquement pas encore revenue dans ces zones-là. Les populations ne sont pas retournées non plus. Maintenant, moi, sur un point précis, parce que les problèmes de l'école nigérienne, ils sont énormissimes et je crois que ça doit, qu'on le veuille ou pas, il faut que les Nigériens, on s'arrête un jour pour mettre fin, pour essayer de régler ce problème. Parce que là, nous avons affaire à une transition, n'est-ce pas? Donc, un délai vraiment très court qui ne va pas permettre, mais ils peuvent poser les bases, les jalons d'une bonne école. Et ça, c'est en réfléchissant surtout. Vraiment créer les conditions et notamment qui passent par l'enveloppe allouée à l'éducation. Ce n'est vraiment pas important. Or, on nous a toujours crié sur tous les cieux que nous avons beaucoup d'enfants. Mais ce n'est pas l'enfant de quelqu'un, il nous faut les éduquer. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ça veut dire que l'État doit mettre les gros moyens. Gros moyens pour... Et ça, c'est un. Il y a une chose précise que la nouvelle ministre, quand elle est venue, elle a soulevée. On était tous contents, mais j'ai bien peur que ça soit comme avec l'autre gouvernement. C'est la question des écoles privées. Elle a soulevé le fait que les coûts sont très élevés. La cherté. Parce que, en fait, il faut savoir, aujourd'hui, il y a des écoles qui sont fermées, mais aussi, par exemple, dans les grandes villes, l'école est carrément à 80, voire 90% à la charge des parents. Parce que beaucoup, vraiment, n'amènent pas leurs enfants dans le public. Dans les écoles publiques. Donc, les écoles privées deviennent aussi une vraie préoccupation. J'ai vu la sortie des responsables des écoles privées, dont j'ai quelqu'un que je connais bien, qui ne m'a pas convaincu. Mais là, la rentrée a déjà eu lieu et il n'y a pas de retour par rapport à ces décisions qui devaient être prises. Et il y a un chantier important qui était entamé par l'autre... parce que l'école, c'est une continuité. Hein. L'école, ce n'est pas une affaire d'1 an ou de 2 ans. Il y a quelque chose d'extrêmement important, notamment les classes en paillotte. N'est-ce pas? On était dans un projet qui disait 0 classe en paillotte, je ne sais d'ici quand, n'est-ce pas? On sait aussi qu'il y a de la démagogie là-dedans, mais c'est un slogan valable parce que nos enfants doivent étudier d'abord dans un cadre approprié. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'ils comptent poursuivre ce chantier ô combien vraiment important pour l'école nigérienne? Donc, il y a des choses précises.
je ne rêve pas d'une école où, telle que nous l'avons connue, peut-être que vous-même vous ne l'avez pas connue, mais où à la fin du mois, même le crayon on te donne, le bic on te remet, le cahier, dès que ça finit, tu as 10 pages qui restent, on te donne un autre cahier. Ça, je ne rêve pas de ça, mais que ça soit disponible. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Issa Madougou, journaliste indépendant, Abba Chariarimi, journaliste à la radio alternative, et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Mustafa Ayouba, à la réalisation Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.